Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Et aujourd'hui, un nouveau sujet, c'est un sujet qui n'était pas à la mode historiquement, c'est l'innovation. Et nous recevons d'ailleurs une société qui est une spécialiste de l'innovation depuis les années 2000. On aura l'occasion d'y revenir. La société, c'est 123 Ventures, qu'on connaît bien sûr pour ses FIP et ses FCPI, mais qui nous montrera aujourd'hui qu'elle a une palette de produits beaucoup plus large. Mais avant de démarrer ce chat, comme d'habitude, nous allons donner la parole pour nous fixer la règle du jeu ou la règle du chat, on le sait bien, à l'envoûtant Georges Delataille. Alors Georges, bonjour. Expliquez-nous comment ça marche. Bonjour Jean-Pierre. Alors le fonctionnement du chat est toujours aussi simple. Vous posez toutes les questions que vous voulez dans la zone située sous la vidéo. Ces questions arrivent en direct sur mon écran et nous pouvons ainsi les relayer avec Jean-Pierre à notre invité. Georges, merci beaucoup. Alors ça marche toujours très bien, je crois. Sûr. Donc aujourd'hui, nous recevons, je le disais, Xavier Antonios. Il est directeur du développement, c'est le bon titre, directeur du développement et cofondateur. Il m'a bien dit de dire cofondateur, ils sont plusieurs, de la société 123 Ventures. Je vous le disais, Xavier, d'abord, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Je vous le disais, 123 Ventures, ça a été fondé il y a 12 ans, au début des années 2000, c'était pas facile, et ils ont investi dans l'innovation. Ça fait une sacrée courbe d'expérience, parce qu'on imagine bien toutes les années 2000, et malgré son look de jeune premier, bien Xavier, il a cette expérience et il nous en fera bénéficier. On connaît bien sûr les FIP et les FCPI de 123 Ventures, mais ce qui nous a épaté, parce que bien sûr j'ai un peu préparé ce chat et j'ai regardé le site, c'est qu'ils gèrent aujourd'hui, enfin ils ont levé, collecté, il nous expliquera près de plus de 900 millions d'euros et ça n'est pas rien, ça en fait un leader du marché. Ce que l'on sait moins, c'est que 123 Ventures a diversifié son offre de manière très significative et ils investissent aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier, de la dette corporate. Un truc qui nous a étonné, on y reviendra, c'est le viager, Xavier. Au moment où le gouvernement va ouvrir les portes du PEA-PME, qui mieux que Xavier et 123 Ventures pouvait nous parler de ça et nous dire s'il y a un vrai business model en fait en France sur le non-coté. Quand il n'y a pas d'avantage fiscal, ça sera bien un des sujets de ce chat. Ma première question, ça viendra sur ce sujet, Xavier. Ça fait 12 ans d'expérience, vous connaissez bien le sujet, vous avez monté beaucoup de FIP, de FCPI et de fonds dans l'innovation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un business model en France avec des Français qui sont fondamentalement averses au risque? Est-ce que vous pensez qu'il y a un business model pour le non-coté dans notre pays? Alors, bonjour, il y a un business model indéniablement, puisque depuis 12 ans, les collectes sont là, les investisseurs, on le voit, investissent de plus en plus sur la classe d'actifs. Ils sont, on ne va pas se mentir, ils sont venus d'abord pour l'avantage fiscal, l'avantage fiscal lié à l'impôt sur le revenu, les 25% qu'on avait avant, on en reparlera, qui ont été fortement rabotés à 18%. Ce qui a fait énormément de bien, c'est la loi TEPA et ces fameux 75%. C'est énorme. C'était énorme, énorme. On a su en profiter, tant mieux, les investisseurs ont su en profiter, c'était la règle du jeu. Cette loi TEPA a amené un certain nombre d'épargnants, plutôt haut de gamme, puisque des clients qui payent de l'ISF, à découvrir cette classe d'actifs, qui rejetaient un petit peu, les PME leur faisaient peur. Est-ce qu'ils regardaient vraiment ce qu'il y avait dans le moteur ou ils disaient allez 75, même 50, c'est toujours ça de prix puis... Effectivement, ils regardaient. Alors, attention, l'assujetti ISF, il a regardé le moteur. Pourquoi? Parce que défiscaliser, c'est une chose, il ne veut pas perdre tout son argent non plus. Donc, il a opéré un véritable choix et il s'est orienté, vous le citiez, vers des placements défensifs. C'est ce qui a changé ces 12 dernières années. Effectivement, on est là depuis les années 2000. On a vécu une crise au lancement de la société. On est encore en crise 12 ans après. C'est difficile. Les épargnants ont une très forte aversion au risque et aujourd'hui se positionnent sur des produits beaucoup plus défensifs. D'accord, donc difficile quand même difficile, aujourd'hui. Néanmoins. Et alors vous avez trouvé la solution, au fond vous allez vers l'immobilier. Est-ce que c'est ça qui a fait la bascule? Et alors vous faites de l'immobilier mais vous ne pouvez pas faire de l'immobilier comme tout le monde l'ont. Enfin en tout cas, comment faites-vous de l'immobilier? Alors, effectivement, vous l'avez dit, on a commencé par financer des entreprises innovantes. Ensuite, on a financé des entreprises traditionnelles. Et en 2008, quand tout a changé, quand les clients ont présenté une plus forte... En 2008, il n'y avait plus personne qui voulait prendre du risque. Là. Exactement, une très forte aversion au risque. Il a fallu revoir notre modèle. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on est devenu un des acteurs, un des premiers acteurs sur le marché, puisqu'on a su, avant les autres, écouter les attentes des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients pour aller vers des produits moins risqués et des thématiques moins risquées. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'immobilier, puisque l'immobilier est une valeur refuge. Alors, quel immobilier? Qu'est-ce que vous faites? Quel immobilier? Comment on a commencé déjà à faire l'immobilier? Notre métier est de financer des projets d'entreprise. Donc quand on fait de l'immobilier, d'abord, on finance une activité économique commerciale, qui est les deux activités phares que l'on finance depuis 3-4 ans, qui est par exemple le rachat d'hôtels, et le rachat d'EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc là, vous achetez les murs, du coup? Non, au contraire, on va d'abord acheter le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce qui nous intéresse, l'exploitation du fonds de commerce, et travailler sur la consolidation de ces marchés-là. Parallèlement à l'achat de ces fonds de commerce, on a eu l'opportunité d'acheter
l'immobilier d'exploitation connexe à ce fonds de commerce. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire l'immobilier, à se mettre dans l'immobilier, à racheter l'immobilier, parfois à financer pour une EHPAD ou un hôtel, la promotion immobilière. Les EHPAD, tout le monde connaît, hein, c'est les résidences pour personnes âgées. Exactement. Donc soit on achète des EHPAD qui existent déjà ou des hôtels qui existent déjà, soit on les construit et on faisait aussi la promotion immobilière avant d'exploiter le fonds de commerce. C'est comme ça qu'on s'est familiarisé avec l'immobilier. Ouais, là, on est quand même loin, on voit bien la bascule, on est loin de l'innovation, hein, puisqu'on parle de maisons de retraite, d'hôtels, l'innovation, c'est pas. Voilà. Et puis de murs. D'accord. On va aller très vite parce qu'il y aura beaucoup de questions. Hein, là, le but, c'est de donner. Quand même, juste un mot pour conclure. Moi, j'ai droit qu'à 3 questions. Donc, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est le viager. Je me suis dit, là, ça va encore plus vers l'immobilier. Il y a la Caisse des dépôts qui a dit qu'elle allait se lancer à fond là-dedans pour couvrir les problématiques de rémunération à la retraite. Tout à fait. Et vous avez commencé avant la Caisse des dépôts. Pourquoi? Comment c'est arrivé, ça? Comment c'est arrivé? Donc, en faisant de l'immobilier à travers nos fonds traditionnels, on a structuré une équipe qui très tôt nous a dit il y a une place pour gérer des fonds immobiliers un petit peu alternatifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. L'idée n'était pas de concurrencer des gros acteurs sur les SCPI de rendement ou de capitalisation, les gros acteurs qu'on connaît. L'idée était de plutôt se positionner sur des secteurs de niche. Parmi les secteurs de niche, on intervient notamment, on pourra en reparler, sur la promotion immobilière et sur la thématique du viager. Nos gérants nous sensibilisent depuis 2-3 ans sur ces thématiques-là. Très sincèrement, il y a 3 ans, j'y croyais pas du tout. Les associés principaux n'y croyaient pas du tout. Le côté morbide de l'investissement. Oui, c'est pas votre truc, vous qui êtes habitué des soirées parisiennes. Effectivement, c'est un petit peu différent. Voilà. Mais le côté morbide me faisait penser que ça allait être difficile à commercialiser. Et effectivement, c'est une vraie tendance de fond, puisque du placement morbide, comme il était vu il y a quelques années, le viager devient un placement socialement responsable. On comprend. En plus, c'est que de la statistique, le rendement. C'est de la pure statistique. Donc, plus vous achetez, plus vous vous rapprochez de la stat, et plus le rendement est sécure. Donc, vous vendez de la sécurité, là. On vend de la sécurité, on vend de l'immobilier différemment. Avec aujourd'hui, l'immobilier rapporte un petit peu moins qu'il y a quelques années. L'objectif, c'est de se placer sur une niche sur laquelle on va encore aller chercher un petit peu de performance grâce aux décotes, à l'achat qui est lié au fait que la décote et la stat. Et la stat. Qui vous donne un taux de rendement. Ça peut sortir combien, ça, de rendement? Statistiquement, puisque comme vous l'avez dit, c'est très statistique, donc on peut faire des simulations dans le temps de performance. On doit aller chercher du 5-6% de rentabilité, un peu plus si l'immobilier se revalorise. Un peu moins si l'immobilier baisse, voilà, ça c'est le risque de l'immobilier. Exactement. Ok, on va voir, on voit bien que là on a des 1000 sujets, donc on va essayer de structurer ça. Donc Georges, c'est vous le chef de la structuration. Les premières questions, allez-y. Oui, je propose qu'on reste sur les questions. On a pas mal de questions sur le fonds en viager, donc autant rester dessus. Ah bah tiens, allons-y. Donc première question, c'est est-ce que le fonds marche bien? Est-ce que les CGP le distribuent? Comment ça se passe en cas de sortie? Au bout de combien de temps il faut sortir? Pour quel type de client? Enfin, vraiment, c'est pas très clair sur ce que c'est que ce fonds. Ah oui, alors donc, d'abord, est-ce que c'est un marché que vous avez ouvert au CGP? Puisque nos internautes sont des CGP principalement. Et deuxièmement, effectivement, la durée, c'est un sujet intéressant pour le viager. Est-ce que c'est un fonds? On en sort comment? Il y a une valo et on part pour quelle durée? Sur la notice, il y a marqué quelle durée? Alors, sur les CGPI, bien évidemment, nous, le cœur de nos distributions est axé sur les CGPI. Donc, tout ce que l'on structure en interne est fait à destination des CGPI. Donc, on a beaucoup communiqué sur cette thématique du viager. Comment la structurer? C'est le premier fonds structuré de viager mutualisé qui existe en France. Donc on l'a structuré comme un fonds traditionnel. On n'a pas pu le faire sous forme de SCPI. L'AMF ne nous a pas autorisé à mettre du viager dans de la SCPI. Donc on l'a structuré sous forme de SICAV contractuel. Mais ça fonctionne dans les faits comme une SCPI de capitalisation. On rentre, on est bloqué les deux. C'est pas un FCPR, c'est pas. Non, c'est une SICAV contractuelle qui normalement est réservée aux investisseurs avertis, qualifiés. On arrive à récemment, depuis un mois, on peut l'ouvrir à tout type d'investisseurs en passant par des mandats de gestion gérés par un de trois hatchers. L'objectif, encore une fois, il y a une durée de détention conseillée qui est de 8 ans. On peut en sortir quand on veut. C'est comme encore une fois une SCPI de rendement. Il y a une liquidité qui est offerte trimestriellement de à peu près 10-20% de l'actif du fonds. Et on peut. Ça, c'est de la liquidité que vous gardez en réserve. Exactement. Vous gardez du cash pour faire la liquidité. Effectivement. Ici, on doit faire face à. C'est juste une question quand même sur le statut. Oui. Il y a un de vos concurrents, Yami, au fond, parce qu'on se connaît tous dans ce métier, qui s'appelle Perial, qui a monté ça sous forme de FCPR. Qui nous dit qu'il n'y a pas de fiscalité en sortie. Du coup, vous avez de la fiscalité? Il y a de la fiscalité à la sortie. Par contre, nous, on n'a pas de fiscalité à l'intérieur du produit. Quand la SICAV fait de la plus-value, il n'y a pas de fiscalité, alors que sur le FCPR, elle est imposée. Donc, c'est un choix qui est différent. Nous sommes gérants de FCPR depuis 10 ans. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est le véhicule qu'on
qu'on aurait dû privilégier si on allait sur la SICAV contractuelle. Donc ceux qui veulent comprendre vous appelleront, mais donc il y a eu un choix. Exactement. Vous connaissez bien le sujet, très il y a bien eu un le vrai sujet. choix qui était de dire nous on préfère la SICAV contractuelle au Plutôt que le FCPR. FCPR. D'accord. Exactement. On vous demandera pourquoi. Ouais. Trop technique aujourd'hui. Ok Georges, des questions? Oui, après, il y a beaucoup de questions sur la loi TEPA. Ouais. Finalement, effectivement, comme on dit tout à l'heure, la loi TEPA, chaque année, l'avantage fiscal baisse. Donc, est-ce que le modèle économique de notre venture n'est pas en train de mourir? Ouais, c'est intéressant. Comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Donc là, c'est plus Madame Irma. 25%, 18%, on va arriver à combien? ISF hier, c'est pas fini. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ça. D'accord, donc la question c'est votre business model. Au fond, vous avez vécu, on peut le dire, sur les avantages fiscaux, en tout cas au début. Vous diversifiez aujourd'hui. Alors, ça se finit. Pardon. Et donc l'idée c'est de dire, là quand même quand le gouvernement est arrivé, vous me disiez tout à l'heure avant l'émission, oui souvent la gauche améliore les avantages. Bon là en l'occurrence non, les niches fiscales ça a quand même drôlement réduit. Si j'ai une femme de ménage c'est fini. Exactement. Voilà. Donc est-ce que vous n'avez pas un peu serré les fesses là? Vous n'êtes pas dit oulala c'est mauvais pour nous et donc on diversifie? Alors, les fesses, Non, pardon. on les serre, on les serre depuis. On est entre nous, excusez-moi. on les serre depuis 2005, depuis 2005-2006, où régulièrement, il faut savoir qu'on remet en cause les avantages fiscaux liés, avant que la loi TEPA arrive, liés aux avantages impôts sur le revenu 25%. Donc depuis 2006, tous les 2 ans, le gouvernement doit revoter la prorogation des avantages liés notamment au TEPA et à l'impôt sur le revenu. Donc depuis 2005, et là je me permets de vous reprendre Jean-Pierre, c'est pas cette année ou depuis un an qu'on se pose la question de dire attention on est en risque, il faut se diversifier, on l'a fait un 2-3 Venture depuis 2005. C'est aussi ce qui fait qu'on a 250 millions d'euros d'actifs sous gestion qui sont du non fiscal. Là où la plupart de nos confrères commencent à se poser la question, on se les posait bien avant en 2005. Bon Alors, chef d'entreprise, ça nous rassure sur votre gestion. C'est des entreprises dans lesquelles on est tous actionnaires et effectivement on n'a pas le choix d'anticiper un petit peu. Je vais juste revenir sur les coups de rabot. Il y a des coups de rabot sur l'impôt sur le revenu, 25, 22, 18. Ouais. Heureusement aujourd'hui le gros de notre business est fait sur l'ISF. Oui, le gros coup de rabot, ça a été les niches surtout, parce que non seulement 18, exactement. Mais en plus, et le 10 000 euros, pardon. Et vous avez raison, ouais. le plafonnement des niches à 10 000. Mais qui était un marché qui était de toute façon un petit peu baissier. Le marché qui est important chez nous, chez les acteurs de la place, c'est le marché de l'ISF. Pour l'instant, ça peut changer, on est habitué au changement par notre gouvernement, même si c'était engagé il y a quelques mois à conserver les avantages fiscaux de la loi TEPA à 50%, ce qui est encore énorme, devrait perdurer jusqu'à la fin du quinquennat. Oui, c'est gros, 50%, voilà. Déjà, c'est exceptionnel. Mais vous avez raison, il y a un risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ne seront plus rentables. Et nous, paradoxalement, on en profite. J'ai une autre question. Alors, on va parler de rentabilité corrélative. Je sors de vos questions, Georges, quand même, mais on voit quand on regarde les perfs, et c'est pas vous faire offense, parce que vous avez vécu des années très difficiles en réalité. On sait bien ce qui se passe entre 2000 et 2013. On a quand même 3 crises, c'était jamais vu dans l'histoire de la finance, donc c'est pas facile tous les jours. Mais on voit que si on n'intègre pas l'avantage fiscal, les perfs, elles sont pas forcément au rendez-vous. Alors je vous attaque un peu, mais non, mais défendez-vous, je vous pose la question. Donc au fond, est-ce que si demain on n'avait pas cet avantage fiscal à l'entrée, et de facto je parle aussi des PEA-PME là, si je n'ai pas l'avantage fiscal à l'entrée, est-ce que je saurais amener des Français sur ce risque-là? Alors il y a effectivement 2 choses. Pour parler des performances, vous l'avez souligné, on a connu 10 années extrêmement difficiles. Entre l'éclatement de la bulle Internet quand vous financez l'innovation, et vous étiez dans l'innovation. Ensuite 2-3 années de belle croissance, ensuite une crise immobilière, les subprimes, des marchés difficiles, c'est pas facile de gérer. Ce que je constate quand même, c'est qu'en 10-12 ans, à raison de 2 fonds par an, on gère 30-35 fonds. Sur ces 35 fonds, hors avantage fiscal, à part, et toutes les sociétés de gestion ont dans leur portefeuille 1 ou 2 accidents, il ne faut pas oublier que le non-coté, c'est une classe d'actifs comme les autres. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de martingale. Comme les autres, on subit des points d'entrée et des points de sortie. Et ces points d'entrée, il y a des moments où on rentre au mauvais moment. On rentre tous les ans, il y a des millésimes. C'est pour ça aussi qu'on a dit, et les conseillers l'ont très bien intégré à leurs clients, investissez, chers clients, un petit peu tous les ans. Voilà. Un petit peu tous les ans parce que... L'idée, c'est qu'une fois qu'on commence, il ne faut pas faire one shot, il faut continuer, parce qu'au moins, on moyenne. Exactement. On a perdu les clients, celui qui a investi effectivement sur les années 2005, 2004-2005, des millésimes qui ont été investis juste avant la crise, au plus haut. Les clients qui ont investi que sur ce millésime-là, on les a perdus. En revanche, le même client qui a continué de souscrire en 2006-2007, là où on a des fonds qui sont à plus 40, plus 50%, là, le client, on ne l'a pas perdu. Donc il y a un effet millésime, en sachant, et je fais une parenthèse là-dessus, c'est que depuis 4 ans, là où de 2000 à 2008, on avait des fonds sur de l'innovation, sur des PME traditionnelles avec une très forte volatilité, avec des bons et des mauvais millésimes, depuis 4-5 ans, avec ces thématiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous avez décidé de sortir du risque, avec des choses plus sécures. Vous avez abandonné l'innovation, il faut dire les choses comme elles sont. On a abandonné l'innovation. Ça, c'est un débat qui m'intéresse aussi, parce qu'on nous dit souvent,
vous avez abandonné l'innovation, votre métier premier était de financer les entreprises qui en ont plus besoin. Votre métier premier, c'est de délivrer de la performance, non? Et vous avez raison, c'est de délivrer de la performance et soutenir l'économie réelle. Et vous ne soutenez plus l'économie réelle quand vous financez les EHPAD et les hôtels. On oublie simplement une petite chose. Il y a des vieux. Il y a des vieux, ils ont des besoins. Il y a des vieux, ils ont des besoins, vous avez raison. Et surtout, c'est qu'il y a deux types de PME qui ont besoin d'argent en France. Il y a les PME innovantes et il y a les PME traditionnelles qui ont besoin de franchir le pas pour devenir des ETI, pour grossir. Et en France, on manque d'ETI. Il y en a 4 fois plus en Allemagne. Pour faire passer une PME, d'une entreprise du statut de PME à ETI, il faut lui apporter des fonds propres, il faut lui apporter de la dette, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Et on a choisi plutôt ce secteur-là. Allez, faites-nous plaisir pour l'innovation. Je vois des questions, Georges, je les prends direct, mais vous allez les reprendre. Mais je vois, faites-nous plaisir quand même dans l'innovation. On me dit, vous avez fait des belles histoires. Racontez-nous une belle histoire. Criteo, c'est le jackpot? C'est une question. C'est une question. Alors, Criteo est en très bonne voie. Pourquoi je suis mesuré? On est sorti partiellement de Criteo dans la mesure. Racontez-nous une belle histoire. Vous avez fait des belles histoires. On a fait des belles histoires. On a besoin de ça pour nos clients. On a fait des belles histoires. On a financé l'équivalent de vente privée en France, le numéro 1 en Allemagne qui s'appelle Brands for Friends qu'on a vendu à eBay. On a financé des entreprises dans les biotechnologies qu'on a cotées au Danemark qui s'appelle Novagali. On a récemment on a été précurseur dans le financement de la technologie OLED qui équipe tous les appareils, notamment Samsung. On a vendu une société qui s'appelle Novaled. On l'a vendue il y a 3 mois, 280 millions d'euros à Samsung qui a intégré la chaîne pour se fournir en OLED. La future success story, c'est Criteo. Tout le monde en parle, toute la presse financière en parle, puisque ça doit être la plus belle start-up technologique française de ces 10-15 dernières années. On a chance d'en détenir 5%. Il y a une cotation qui est prévue au Nasdaq à la fin du mois, début novembre, sur une valorisation estimée aux alentours de 1 milliard d'euros. C'est une belle entreprise qu'on a commencé à financer en 2006. Il y a eu plusieurs tours de table, des Français au début, des Américains ensuite, une introduction Nasdaq. Voilà, ça fait du reciblage publicitaire, tout le monde connaît. Je vous invite à vous intéresser à cette valeur. Je voudrais aussi vous dire que vous avez un fan club, Xavier. Ah bon? Je vais redonner la parole à Georges, mais Georges, il me met sur l'écran, il met les questions bêtes, figurez-vous. Ah bon? Donc j'ai la question bête. Pas mal. C'est pas une question bête, elle dit grâce à la qualité des produits 1, 2, 3 Venture, c'est un fan, dans lesquels j'ai investi, j'ai pu acheter des costumes aussi beaux que ceux que Xavier Antoneos. Donc merci encore, bravo. Georges, à vous. Et puis il y a aussi des boutades sur votre maison à Saint-Cloud. On sait tout sur vous. Allez, on sait tout. Georges, voilà. tes Non, questions après, sérieuses. il y en a d'autres questions encore sur le modèle économique, disant qu'en fait, en gros, les gens sortent au bout de 5 ans. Ouais. Oui, c'est intéressant. Donc comment est-ce que vous maintenez vos encours? Quelles actions vous faites pour aider les CGP pareil, à maintenir les encours? Donc est-ce que les gens restent dans le temps chez vous? Oui, ça, on comprend bien ce qui va se passer, parce qu'au fond, vous étiez vraiment sur l'innovation, avec des succès, vous l'avez dit, des moments difficiles. Les CGP ont fait souscrire leurs clients, ils ont donc des encours. On est plutôt heureux d'avoir des encours de ce type de produit, parce que c'est assez stable. Puis à un moment donné, ça va sortir. Exactement. Comment on va faire pour garder ces clients, Xavier? Alors, déjà, on le présente sous un aspect un peu négatif en disant vous avez une échéance à 5-6 ans, 5-7 ans. Comment je vais garder ces encours? Pour nous, déjà, c'est un point fort. Il y a assez peu de classes d'actifs sur lesquelles le client est bloqué parce que c'est la fiscalité qu'il veut pendant 5 ans. Ça vous offre une certaine visibilité sur vos revenus futurs, société de gestion et CGPI qui travaillent avec nous. Le problème, effectivement, c'est que il y a une échéance, il y a une sortie. Le client, il achète le contrat, il veut de la performance, il accepte de financer l'économie réelle, il veut à la sortie récupérer ses billes. Donc il va falloir sortir. D'ailleurs, une parenthèse, on a une très forte actualité en ce moment chez Venture au niveau des sorties. On est en train de distribuer un certain nombre de millimes. Il y a 4 fonds qui distribuent. Donc, ce que l'on fait, bien évidemment, on communique auprès de nos apporteurs CGPI en disant attention, vos clients vont recevoir dans 15 jours un chèque de temps issu des premières distributions. Un, c'est une bonne nouvelle parce que les clients aiment bien recevoir et voir que le fonds bouge, qu'il y a des cessions dans une conjoncture difficile. Et 2, ça vous permet de retravailler ces clients en leur disant c'est peut-être le moment de refaire. Ils reviennent chez vous, ces clients Quand ça se passe bien, et c'est le cas des distributions, on parle de fonds de 2006 qui sont en performance, les clients sont satisfaits, les CGPI aussi, il n'y a pas de raison avec la pression fiscale que le client ne rejoue pas ce qu'il a gagné une partie. Donc, quand il est heureux, ça va. Quand il est heureux, ça va retourner sur du fonds en euros, quoi. Malheureusement, effectivement, il y aura des années comme. Donc, il va falloir défendre votre encours. Il va falloir défendre notre encours. Sur les sujets de vente sortie, il y a une vraie question que je me posais, dont on parlait aussi en toute transparence avant l'émission, c'est quand on a un fonds comme ça avec une échéance, il faut valoriser le non-coté que vous avez à l'intérieur. Comment on valorise? Et notamment pour valoriser, il faut des événements. Il faut aller en bourse, il faut un autre tour de table, etc. S'il n'y a pas d'événements, ça vaut combien?
S'il n'y a pas d'événement, s'il n'y a personne qui veut racheter votre société. Non, mais ça peut juste vivre sa vie, effectivement, des fois, il n'y a pas... Alors, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique que tous les gérants de non-côté, que ce soit des gérants FCPFIP ou des gérants institutionnels, rencontrent depuis 3-4 ans. Encore une fois, le non-côté, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Quand on le fait de façon empirique, comme on le faisait avant sur nos anciens fonds. On sort que quand on peut sortir, quand il y a un acheteur, quand il y a des conditions de marché qui permettent de sortir. Vous êtes toujours minoritaire dans vos participations? Minoritaire sur de la technologie, majoritaire sur des choses avec plus de visibilité. Donc on sort quand on peut sortir, si on est minoritaire, c'est plus difficile. Oui, il y a une clause d'entraînement, on décide de toute façon, et dans les packs c'est très bien ficelé, on sort tous ensemble, si on a un acheteur, les conditions sont favorables. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'événement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est le cas. Ça existe, c'est un actif, mais ce qui est le cas depuis 3 ans, ce qui est extrêmement difficile. Criteo, on est obligé de l'introduire au Nasdaq, Novagali, on l'introduit au Danemark, on se bat, c'est vraiment forceps depuis 3 ans, les sorties, on se bat pour les réaliser sur les anciens fonds. Parce qu'il n'y a pas un marché qui est acheteur, pas d'introduction, très peu de fusion-acquisition, donc effectivement c'est assez difficile et on est obligé de proroger nos fonds. On le fait, et ça c'est une vraie question, souvent les souscripteurs et les CGPI nous disent « vous prorogez la durée de vie de vos fonds ». Pour les anciens fonds, je vous rassure, les nouveaux depuis 4-5 ans sont structurés différemment. Mais, et certains, en méconnaissance, pensent qu'on prolonge pour prolonger et continuer à... Vous n'achetez pas des sous-jacents d'anciens fonds dans les nouveaux fonds? Non, vous ne prolongez pas comme ça. C'est interdit, c'est très encadré. Certains l'ont fait, pas chez nous. Mais non, la vraie question, effectivement, on proroge les fonds. Quand on proroge les fonds, on ne le fait pas dans notre intérêt pour continuer à prélever des frais de gestion, puisque souvent, en plus, on arrête de prélever les frais de gestion quand il y a trop de prolongation. On le fait pour pouvoir, parce que, vous avez raison, aujourd'hui, une société dont personne ne veut acheter, c'est comme de l'immobilier, si votre maison, personne n'en veut, et vous voulez la liquider rapidement, vous allez la brader. Une décote, bien sûr. Une décote, ce qu'on ne veut pas. On a la souplesse dans nos fonds de pouvoir les proroger. Si on le fait, c'est dans l'intérêt du souscripteur, du porteur de part, pour pouvoir attendre 6 mois, 1 an et demi, pour pouvoir le sortir dans de bonnes conditions. Et vaut mieux sortir avec un peu de plus-value qu'un an après, que tout de suite avec une décote de 50%. Aujourd'hui, en utilisant la dette, comment le vivent les souscripteurs quand vous prorogez? Comment ils le vivent? Ça se passe bien au fond? C'est parce que c'est pas majeur dans leur patrimoine ou... Non, ils stressent. Ils stressent. À nous, et je pense qu'on le fait plutôt pas trop mal auprès des CGPI, puisqu'on n'a pas de contact avec les investisseurs privés, on passe que par des CGPI, vous le savez. À nous de bien informer nos réseaux de distribution. Ils ne le vivent pas bien parce que souvent, ils avaient en tête cette durée de 5 ans qu'est le blocage fiscal, là où les fonds anciennement avaient une durée plutôt de 8-10 ans. Et pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle. On essaye de leur expliquer qu'on le fait dans leur intérêt. Et en principe, et c'est ce qui s'est passé sur les millésimes 2002-2003, ils ont bien compris qu'en laissant le fonds ouvert 1 ou 2 ans de plus, ils recevaient de la distribution, ils avaient plus de plus-value. Et je pense que c'est une question d'éducation et que ça se passera mieux dans les millésimes. Vous coupez parce qu'on a beaucoup de questions. Enfin, on a encore beaucoup de questions. Il reste 8 minutes, ça va très vite. D'accord, effectivement. Exactement. Après, on a beaucoup de questions plutôt sur la campagne d'hier 2013. Oui. C'est plus simple, mais quelle solution proposez-vous ? Et avec plein de questions pratiques, quel objectif de collecte, pour quel type de client, quels frais, enfin un peu les grandes lignes de la campagne 2013. On a donc dans ces questions, quelle est votre offre? On est aussi là pour ça, donc dites-nous quelle est votre offre. Et puis corrélativement aussi, il y a pourquoi je viens chez vous plutôt qu'ailleurs? Donc là, faites-nous le pitch. Vous avez votre jingle pub pendant 3 minutes. Pourquoi je viens chez 1, 2, 3 Ventures plutôt que d'aller ailleurs? 3 minutes. Alors pour ceux qui en veulent en savoir plus, il y a le site 123ventures.com qui est très bien fait. Il est bien fait, mais là, vous êtes comme beaucoup plus vendeur, si je puis me permettre. Non, l'offre hier de 2013, 2 grosses thématiques. L'objectif, les conditions de marché n'ont pas changé. C'est toujours très difficile pour les PME traditionnelles. On va rester sur des fonds très défensifs, sur ce que l'on fait très bien depuis 4 ans, à savoir aller sur des thématiques qui ont fait leurs preuves. On est rentré sur les thématiques hôtels et financement de fonds de commerce d'EHPAD il y a 4 ans. Ça se passe très bien, il n'y a pas de défaillance. On utilise l'outil obligataire que l'on aime beaucoup. Il nous offre un coupon régulier. Il permet de casser cette courbe en J qu'on a traditionnellement. Je vais vous poser des questions sur l'obligataire. Donc, on va rester sur un fonds assez classique chez 123ventures qu'on rencontre depuis 4 ans. Pourquoi nous faire confiance? Parce qu'on est peut-être ceux qui ont le plus d'expérience sur ces thématiques défensives, hôtels EHPAD. On a financé plus de 27 hôtels, plus d'une vingtaine d'établissements pour personnes âgées dépendantes. On a investi 100 millions d'euros sur ces 2 thématiques. On a un vrai accès au marché et un vrai savoir-faire. Donc, venez chez nous pour un fonds défensif, pour une faible volatilité et une bonne visibilité des flux. Ok, alors je continue, et vous allez continuer à nous dire pourquoi venir chez vous, mais tout le monde parle aujourd'hui de dette.
Hein, c'est d'ailleurs dans la thématique PEA-PME, vous le savez, bien sûr, dans le PEA, ce qui a fait la nouveauté du PEA-PME, puisqu'on pouvait mettre du non-coté dans l'ancien PEA, et la nouveauté du PEA-PME, c'est qu'on peut mettre de la dette. Donc tout le monde s'engouffre, semble-t-il, dans cette brèche, en proposant aux PME de la dette. Quand je regarde cette dette aujourd'hui, je vois 10 à 12% de taux facial pour les PME. C'est les assassiner, non? C'est bien pour le souscripteur, ça fait des bons rendements. J'entends, mais si la société fait faillite, c'est pas bien pour le souscripteur. Alors, pour revenir sur la dette, on arrive naturellement, les entreprises cotées ont fait appel à de la dette, on fait beaucoup de programmes d'émission d'obligations, d'ailleurs ça fait l'objet de fonds datés, et les PME et les ETI sont naturellement aussi venus vers cet outil qu'ils utilisaient un peu moins il y a quelques années. Mais pourquoi elles viennent vers un outil de dette à 12%? Je ne comprends pas. Elles utilisent, il faut savoir que ces entreprises, ces PME, ces ETI, ont un problème avec la dilution. Elles ne veulent pas voir de fonds d'investissement, de personnes extérieures à la famille, puisque souvent c'est des familles qui détiennent ces entreprises. Elles ne veulent pas le voir de fonds et d'investissement. On ne veut pas ouvrir son capital, alors on dit je préfère emprunter. Alors je préfère emprunter. À la banque, elle ne me prête plus, donc je vais vous voir à 12. La banque prête. Sur les beaux projets. Alors pourquoi je vais vous voir à 12 si la banque Parce que la banque prête, mais un peu moins qu'avant. Avant 2008, les banques prêtaient beaucoup, trop. C'est ce qu'on leur a reproché aux banques. Maintenant, elles continuent de prêter sur les bons projets, mais un peu moins. Donc il manque une couche de financement. Soit la famille, soit l'entrepreneur, le groupe décide de mettre plus de fonds propres, soit ils vont faire appel à une nouvelle tranche de dette qui est la dette obligataire, la dette mezzanine, l'obligation convertible. Juste pour revenir, on ne les assassine pas. Déjà, on ne les force pas à utiliser ce type de financement. C'est des financements que les entrepreneurs et les familles des PME, à la tête des PME, allez assez vite, Xavier, parce qu'il y a encore 4-5 questions là. C'est des outils qu'ils aiment beaucoup et on ne les assassine pas. Pourquoi? Parce que ce taux de 10-12% qui est vrai et qui doit assurer le rendement de nos fonds, déjà, il est remboursable in fine, à la différence d'une dette bancaire qui est amortissable. Et elle est au bilan, dans les comptes je vois, elle est provisionnée. Elle est provisionnée, mais on ne se fait payer que de la moitié du coupon, donc on n'étouffe pas. En cash flow, vous l'étouffez pas, mais dans les comptes, ça y est. Elle nous doit de l'argent. Est-ce que, je vois la question, Georges, est-ce que vous envisagez, oui, parce qu'il nous reste 2 minutes, est-ce que vous envisagez des taux de défaut significatifs ou pas? Ou est-ce que quand vous prêtez à 12%, vous êtes très sécure sur le remboursement en capital? Quand on va utiliser le mécanisme dette, on doit le faire uniquement sur des projets sur lesquels on a une très bonne visibilité. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et vous avez cette visibilité? Ça se passe. La conjoncture est très mauvaise depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on utilise le mécanisme dette. On n'a pas de taux de défaut. Ça arrivera. Oui. Faut pas dire que... À 12, on peut un peu, c'est pas gênant. On peut un peu taux de défaut. Et l'avantage dans la dette, c'est que si au bout de 3-4 ans, l'entreprise va pas bien, on a au moins sécurisé 3-4 ans de coupons. Très bien. Ce qui est intéressant pour Georges, 2 questions. Oui, on a beaucoup de questions sur votre capacité à sélectionner autant des entreprises que des hôtels. Finalement, qu'est-ce que vous y connaissez? Quelle expertise vous avez? Quel taux de chute vous avez entre le nombre d'entreprises ou d'hôtels vus et choisis, toutes ces choses-là? L'hôtellerie, c'est trop, mais enfin, quand même, il faut une vraie expertise. On nous dit d'ailleurs, mais est-ce que il y a des groupes comme Accor, est-ce que vous leur confiez pour aller dans l'immobilier, est-ce que vous leur confiez la gestion, etc. C'est un vrai sujet. Attention, 1, 2, 3 Ventures n'est pas exploitant d'hôtels ou d'EHPAD. Qui sont les exploitants? Qui sont les exploitants? Les exploitants, ce sont des professionnels du secteur, des opérationnels, des groupes, des challengers, d'accord? Des challengers d'Orpea, de Corian. On travaille dans les EHPAD avec le groupe Colisée, qui est quand même le 5-6e groupe français dans le secteur des EHPAD. Dans les hôtels, on travaille avec un certain nombre d'opérateurs qui ont en gestion 10-12 hôtels, qui ont besoin... On fait notre métier de financier. Nous, on analyse le groupe hôtelier. Comment vous le choisissez? Oui, vous analysez le groupe hôtelier, ses actifs, sa capacité à nous rembourser une dette, et on va le financer pour qu'il fasse d'autres acquisitions. On n'achète pas en propre un hôtel, on co-investit avec ces groupes qui vont eux-mêmes opérer, et c'est là, effectivement, où on assure notre crédibilité. Alors, donnez-nous un nom. Qui exploite aujourd'hui, par exemple, vos hôtels? Qui exploite, on va prendre un nom. Le groupe OCO. Le groupe OCO, c'est un groupe qui a été créé, c'est un nouveau groupe dans l'hôtellerie qui a été créé par Paul Dubrul. Paul Dubrul, fondateur du groupe Accor. Voilà. C'est quelqu'un... Paul, si tu nous entends. Exactement. C'est quelqu'un qui est en Suisse, non? Il est en Suisse, exactement. Mais il développe des hôtels en France. Et il crée de la valeur en France. On a ouvert son premier hôtel à Nantes, on ouvre le second à Lyon. On a compris, sur les projets. On lui fait confiance. Voilà, on lui fait confiance. Nous, on sait qu'on va co-investir à ses côtés dans des projets d'hôtels que lui va gérer, lui et son équipe. Voilà, on a des professionnels, on a des alignements d'intérêts parce qu'ils investissent leur argent de côté. Voilà. Très bien. On a fini. Juste une question, je conclus.
Les CGP nous demandent, est-ce que vous faites un séminaire prochainement dans un des hôtels dans lequel vous avez investi, comme ça on verra? C'est l'objectif, vous avez raison, de faire nos prochaines tournées ISF 2014 dans tous nos établissements pour les faire découvrir et toucher du doigt l'investissement qu'on propose à leurs clients. Génial, eh écoute Xavier, c'est passé très très vite, on l'avait dit. On reviendra. Merci d'avoir été là, aussi fidèles et aussi nombreux comme d'habitude. Hein. On touche les 1000 avec les replays, c'est quand même assez fort. On fait en général 500 en direct et 1500 en replay, donc on touche les 2000. Oui. Ce sont les chiffres alors écoutez, on est trop officiels. Merci de cette fidélité. Alors, je suis sûr que vous avez plein de questions. Il y avait tellement d'activités aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez énormément de questions. Posez-les, bien sûr, à Xavier directement sur le site de 1, 2, 3 Venture. Il est très bien fait. J'ai travaillé sur le site pour préparer cette émission. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi, sur Club Patrimoine ou sur ActuSite, même sur le module du chat, vous posez les questions. Continuez à poser des questions, on les reportera. Et puis, on fera des brèves sur les sites pour vous tenir au courant de l'évolution de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci. La prochaine fois, c'est quand? On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines donc avec Thierry Sévoumian. Exactement, le jeudi 7 novembre. Merci, à très bientôt. Et comme dit Bogdan, gardez-vous bien.